Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Dufour. On m'a demandé de venir présenter mon métier dans le cadre des Journées de la culture. Alors, ça va me faire plaisir de vous parler un petit peu de mon parcours et du métier. J'ai quelques questions sur une feuille en ce moment pour alimenter la conversation, mais j'aimerais que vous pensiez à vos questions aussi, que vous les lanciez. On va me les communiquer, puis si je peux y répondre intelligemment, je le ferai. Alors, après, pour commencer mon parcours, après l'école secondaire, j'ai fait des cours en art au Cégep de Joliette pendant 2 ans. C'est un DEC. Ensuite de ça, plutôt pendant ces cours-là, il y a un de mes professeurs qui nous a fait faire de la sculpture. C'était mon médium favori. Mais j'ai toujours créé dans le petit, autant la sculpture que pour le dessin. J'ai toujours dessiné petit dans le coin de la plage plutôt que d'essayer de dépasser. Fait que j'ai toujours aimé le, le minimalisme ou le travail plus minutieux. On a fait des bagues en cire dans le cadre de ce cours-là. C'est ce professeur-là qui m'a indiqué qu'il y avait une école de joaillerie parce qu'il voyait l'intérêt que j'avais. Parce qu'après avoir fait celle du cours, j'en avais fait déjà une dizaine de sculptures en cire qu'on faisait couler. J'avais pas de technique, là, mais c'était les débuts, disons. Et puis, ça m'a intéressé. Alors, j'ai terminé le cours en art pour aller m'inscrire à l'École de joaillerie de Montréal. Puis, j'ai commencé cette formation-là qui m'a tout de suite passionné. C'est un 3 ans d'études avec une formation complète pour devenir un artisan professionnel. Alors, on te forme aussi pour le démarrage d'entreprise, on te forme dans la fabrication, autant dans la pièce unique que dans la production. On t'apprend la réparation, on t'apprend toutes les facettes du métier. Euh, puis à cette époque-là, déjà, je me souviens de mon, euh, mon plan d'affaires, parce qu'on faisait un plan d'affaires pour le démarrage d'entreprise, c'était une boutique métier d'art. J'avais l'idée ou l'espoir ou l'intérêt de développer ça, ce qui fait que je suis fier aujourd'hui d'avoir cette boutique-là que j'avais rêvé à 20-21 ans. Euh, Par la suite, après les études, on ne se part pas à notre compte tout de suite. À ce moment-là, j'ai trouvé 2 emplois simultanés, un en réparation que j'ai gardé pendant 1 an et demi, qui était au début un stage, mais que j'ai poursuivi. Puis un autre avec une artisane qui s'appelle Sylvie Lupien, où j'ai fait de la production de bijoux en argent, ce qui m'a appris une autre facette. Disons qu'à l'école, on apprend, mais après, quand on travaille dans le domaine, euh, on fait, euh, on fait notre perfectionnement, on pratique ce qu'on a appris, puis c'est ce qui est le plus important. Ça prend énormément d'heures de pratique pour en arriver à maîtriser ce métier-là. Par la suite, je cherchais un emploi dans un domaine de la bijouterie plus haut de gamme, puis j'ai été accepté. J'ai eu un emploi chez Gloria Bass à Westmount. J'ai fait 2 ans chez Gloria, ou trois, je ne me rappelle plus. Puis c'était le bijou en 18 carats et platine avec diamant, saphir, tout ce que je ne pouvais pas me payer pour pratiquer, ben, je l'ai pratiqué chez Gloria. Euh, Après cette période-là, je suis déménagé dans les Laurentides. J'ai eu mon atelier dans le sous-sol de ma maison. Là, j'ai passé une petite étape aussi à Montréal, juste pour montrer à quel point j'ai eu plusieurs ateliers. On a eu je me suis associé avec des gens où on a une coopérative. Alors, on était 5-6 où on partageait un local. On a appelé la coopérative l'Atelier Libre. Ça coûtait moins cher. C'était plus le fun aussi d'être en groupe dans un atelier aussi pour partager des techniques ou nos déboires. Et puis, on est parti aussi à un autre organisme à but non lucratif pour faire des expositions qui était l'atelier Tréma. On a fait plusieurs expositions Ça, c'était en métier d'art, l'atelier Tréma. La coopérative, c'était seulement que joaillerie, mais l'atelier Tréma, c'était pour faire des expositions de groupe.
Alors, d'où déjà l'intérêt que j'avais de rassembler plusieurs personnes. Bon, je n'étais pas le seul là-dedans, là, mais disons de me joindre à plusieurs personnes pour faire des événements ou euh, partager des choses. Après, je suis déménagé dans les Laurentides. Je reviens à cette période-là où j'ai travaillé dans mon sous-sol avec un emploi secondaire parce que, bon, on ne gagne pas notre vie tout de suite quand on se part à son compte. Personne ne nous connaît. Fait que j'avais quelques contrats, mais j'avais un autre emploi à ce moment-là. À partir d'un certain moment où j'avais terminé mon soutien au travail autonome, qui était un bon coup de main aussi pour mon démarrage, euh, j'ai eu l'offre de prendre la relève d'un de mes professeurs qui était décédé, malheureusement. Gilbert Rem a décédé en 2008, fin 2008, je pense que c'était en novembre. Sa conjointe me demandait de prendre la relève pour les réparations pour ses clients. Mais j'étais supposé de les faire dans mon atelier. Puis finalement, elle m'a dit, ben, ce serait plus simple que tu viennes habiter, travailler dans l'atelier, pas habiter pour vivre, mais je voulais dire euh, travailler sur place dans l'atelier de mon professeur qui était décédé. Et puis ça, c'était vraiment une chance pour quelqu'un qui débute parce que j'ai eu la clientèle, l'équipement. J'ai eu, ben, ça m'a donné, c'est sûr, un très bon coup de pouce puis de la confiance. Euh, L'atelier était déjà tout monté. Puis j'ai fait mes débuts, même si mes débuts avaient déjà été faits dans d'autres ateliers, mais je parle de débuts en tant que travailleur autonome aussi avec cette chance-là d'avoir pas toute la clientèle, mais une partie de la clientèle qui est revenue, puis une nouvelle clientèle que je me suis fait après en me faisant mon propre nom. Travailler dans l'espace, puis avec les outils aussi de quelqu'un que tu as admiré pendant tes études, c'est vraiment quelque chose d'assez... je suis chanceux d'avoir vécu ça. J'aurais aimé travailler là pendant qu'il était là, profiter aussi de ses conseils, mais j'avais l'impression d'avoir aussi de ses conseils en même temps parce que euh, je voyais les choses qu'il avait laissées en place parce que quand on décède subitement, on fait pas tout le ménage de tout. Puis ce que je trouvais, les outils, les projets débutés me donnaient déjà une bonne idée de comment il travaillait. Puis je suis sûr que ça l'a fait de moi un meilleur joaillier malgré son absence. Ensuite de ça, j'ai ben, ma conjointe, Mylène Blanchette, qui travaillait de la maison. Euh, on, je ne sais pas si on cherchait un local ou je pense qu'on se promenait puis on a vu un local qui était disponible. On n'avait pas prévu nécessairement déménager mon atelier de la chute, mais c'est comme une opportunité spontanée qui est arrivée et qui nous a inspiré. Un local disponible, on est allé le visiter. Euh, on, on a connecté avec quelqu'un d'autre qui a parti une boutique juste à côté de nous. Fait que on dirait que tout se mettait en place pour que je parte de la chute pour partir à mon compte dans ce lieu-là qui est à Rosemère, au 150 chemin de la Grande-Côte. Ça fait 10 ans que je suis à cet endroit-là. Puis, ma conjointe qui avait une boutique au début qui était plus une galerie d'art avec son bureau, que je disais que son bureau était à la maison, mais son bureau est devenu une galerie d'art. La boutique qui était à côté de nous l'année suivante déménage. Mylène décide d'agrandir et de devenir une boutique métier d'art. Ma bijouterie reste à côté. Puis il y a eu une galerie d'art d'artistes qui s'est joint à nous. Il y a eu, je fais un bref historique, là, j'espère que c'est j'espère que c'est intéressant. Euh, je passe vite sur des périodes parce qu'il y a beaucoup. On a vécu beaucoup de choses en 10 ans. Donc, il y a eu aussi Tammy Osler qui faisait du textile dans un petit local à côté de nous. L'année suivante, la galerie d'art et la boutique quittent. La galerie d'art, je ne sais pas si c'était clair, mais c'était plus la galerie de ma conjointe Mylène, c'était une autre galerie que 4 artistes occupaient. Euh, quand, quand cette galerie-là a fermé, Mylène, qui était devenue métier d'art, si vous avez bien suivi, a agrandi sa boutique, puis j'ai joint la bijouterie à la boutique de Mylène, qui est devenue une grande boutique métier d'art avec au total au moins 90, ça dépend des périodes, entre 70 et 100 artisans qu'on représente sur place. Dans ce lieu-là, depuis 10 ans, j'y ai mon atelier où je fais le bijou sur mesure, réparation, remodelage de vieux bijoux. Le remodelage, c'est quand on peut fondre vos bijoux et faire un nouveau bijou avec.
Maintenant, je vais passer aux questions. Ouais, on, on me fait signe que j'ai pas parlé des expositions. Sur place, à toutes les 3 mois, on a des expositions de joailliers. J'ai un mur avec 8 cubes où un joaillier vient prendre l'espace pendant, euh, pendant 3 mois. À chaque année aussi, depuis 3 ans, en février, je donne l'espace cube que je donne normalement pendant 3 mois à un joaillier. Je le donne l'espace aux étudiants de l'école de joaillerie pour qu'ils puissent avoir leur première ou deuxième exposition et pour qu'il y ait une expérience de diffusion de leur travail. Quand j'étais à l'école, j'avais fait aussi ce genre de choses-là aussi en installant un présentoir à bijoux dans le salon de thé d'un de mes amis, Camilla Sinensis, où on mettait un petit présentoir. Et puis, je changeais les expositions à tous les mois. Fait que j'avais décidé d'être diffuseur dans un petit cube d'un pied carré à ce moment-là, pendant cette année, les années de mes études. Je l'ai fait aussi dans le salon de coiffure de KA Coiffure à Montréal aussi, chez Sacha. Donc, je vais commencer à répondre aux questions que j'ai sur ma feuille, mais si vous en avez, ils vont me faire signe, je pourrais m'interrompre puis répondre à vos questions aussi. Alors, on me demandait pour les outils, présenter les outils. Alors, je vais sortir quelques outils, mais comme beaucoup d'outillages sont un peu volumineux, comme la polisseuse, ben, j'ai amené plutôt les petits outils fonctionnels qu'on utilise de toute façon généralement plus souvent. Alors, ici, on a ce qu'on appelle un triboulet. C'est là-dessus qu'on tourne une bague. Il y a des lignes avec des grandeurs. Alors, on veut une bague grandeur 7, ben on va tourner la bague en argent ou en or autour de ça, la souder, la mettre bien ronde, puis ça nous sert à déterminer la grandeur qu'on va avoir besoin. Bon, vous avez déjà vu ça, une lime, mais disons que ces limes-là sont faites en Allemagne ou en Suisse, sont faites pour la joaillerie express, c'est pas des limes canadiennes Tire. Ils coûtent pas mal cher. Je les ai achetés au moment que je suis sorti de l'école. Puis je suis sorti de l'école en 2000. Alors, juste pour montrer la qualité, là, ça fait quand même 20 ans que je les utilise. Lime, pas mal plus petite. Ça, j'ai amené la triangulaire, mais on a des demi-rondes, des rondes, des carrés, des plates, toutes sortes de limes. Pied à coulisse pour prendre les mesures. Bon, communément appelé galloper dans les garages. C'est le même outil, mais utilisé pour un autre métier. Bon, des pinces. Ceux-ci, c'est des pinces parallèles. On les voit moins souvent, mais j'utilise des pinces qui ressemblent à pas mal toutes les pinces qu'on peut utiliser dans différents métiers, mais plus délicates, avec le métal poli aussi pour éviter de, de faire des marques sur les bijoux. Alors, ça prend des pinces de qualité bien fabriquées. Le maillet pour arrondir, frapper, qui est fait en cuir pour éviter justement les marques aussi. Le marteau, pour frapper plus fort. Les marteaux, il y en a de différentes dimensions, poids aussi, puis formes. Puis, je n'ai pas démonté ma torche, mais j'ai amené une vieille torche. Les torches utilisées sont à peu près de cette dimension-là. Puis, au bout, on met des buses de différentes grosseurs pour souder soit une mini chaîne ou un gros corps de bague. Bon, oui, on a une question. On me demande quelle technique que je préfère. Là, on me voit dans l'atelier en train de polir. Ben, j'ai pas une technique préférée. C'est sûr que le polissage, c'est comme l'accomplissement quand notre bague est terminée puis qu'on y met la brillance, la touche finale. Ben, c'est le plaisir, là. Je passe à l'ultrason pour ensuite passer le bijou à la vapeur. C'est pour nettoyer la pâte à polir qu'on utilise. Mais les techniques, c'est parce que chaque technique fait que le bijou apparaît tranquillement. Là, on voit le laminoir en ce moment qui étire un fil pour faire une tige de boucle d'oreille, un corps de bague, qu'on le veuille carré, rond ou plate de 2 mm ou de 10 mm de large.
Chaque outil, dans le fond, a tellement une utilité importante que je sais pas, je pourrais pas te donner un outil précis que je préfère, mais je les aime tous égaux. On me pose la question si j'utilise le moulage pour, dans les sculptures de cire. Oui. Euh, on sculpte les cires à la main. J'aurais dû amener un bloc de cire ou quelques cires ici, là, mais on sculpte des cires qui se sculptent avec scie, avec lime, avec X-Acto. Ensuite, on fait le premier moule, parce qu'on me parle de moulage, hein, mais le premier moule, c'est le moule en plâtre où on insère la cire pour faire la technique de la cire perdue. Ce plâtre-là, une fois durci, est mis dans un four. Le four va faire fondre la cire qui va me donner le négatif. Puis le lendemain, dans une centrifugeuse ou dans une cloche pas une cloche sous vide, mais quelque chose qui aspire l'air, là, c'est la coulée sous vide. On va fondre du métal dans un creuset pour le couler dans le cylindre en plâtre où il y avait la cire la veille, mais qui est rendu un vide qu'on comble avec le métal qu'on utilise, que ce soit de l'or, du platine ou de l'argent. Mais par la suite, si on veut faire de la production, c'est que cette pièce-là, une fois limée, polie, on peut la mouler et la reproduire autant qu'on veut. Puis après, ben, l'étape que je viens de décrire avec le plâtre va être réutilisée, mais avec la cire qui va sortir d'un moule en caoutchouc ou en silicone. Ça fait que ça, c'est pour la production. Si on fait juste une pièce, ben, on appelle ça la technique de la cire perdue parce que si ça ne fonctionne pas dans le plâtre, une fois qu'on casse notre plâtre, si notre bague n'est pas bien sortie, ben, il faut la resculpter. Tandis que quand on a un moule en silicone, on peut la retirer une nouvelle cire puis repartir euh, la couler le lendemain, disons. Ça prend une nuit quand même pour préparer notre cire pour la couler le lendemain. Fait que c'est des étapes importantes qu'on ne veut pas rater. Là, on me demande si j'offre des ateliers. Ben, j'ai pas le temps. C'est quelque chose que j'aurais aimé, mais vous pouvez, pas cette année à cause de la pandémie, mais vous pouvez aller à l'École de joaillerie de Montréal. À l'École de joaillerie de Montréal, il y a des cours au privé, aux adultes qu'on appelle. Vous pouvez aller les soirs ou les fins de semaine. Si vous voulez pas faire une technique de 3 ans, mais vous pouvez faire des cours comme ça pour évoluer à votre rythme. Et puis, si un jour j'ai plus de temps, c'est quelque chose que je pourrais aimer faire, mais ce ne serait pas des cours pour devenir joaillier, ce serait plus pour quelqu'un qui veut se fabriquer sa bague. Peut-être que je pourrais, justement, la technique de la cire, ce serait facile, mais ça, c'est dans des projets futurs. Là, en ce moment, je travaille trop dans mon atelier. Quelqu'un me demande combien de temps pour la confection d'une bague. Ça dépend. Si c'est un jonc simple, ça peut prendre de 1 heure à 1 heure et demie. Ça dépend de si on part aussi d'un fil qui est déjà fait ou s'il faut partir de grains d'argent et de le couler dans la lingotière, de l'étirer. Il peut y avoir plusieurs étapes pour le même jonc. Ça peut partir de ce que je vous disais, d'une cire qui a déjà été faite, d'un moule. Là, ça va être plus rapide aussi, qu'il y a différentes techniques à utiliser. Après ça, ça dépend s'il y a des motifs sur le jonc. Est-ce qu'il y a des choses à découper, à scier, à limer, des rainures, du martelage. Ça dépend de la forme du jonc, mais en général, ça prend rarement moins d'1 heure pour faire un bijou simple, puis ça peut aller après ça 10, 15, 20 heures. Ce que j'aime le plus, c'est de travailler pendant, euh, je vais dire un chiffre au hasard, là, mais 5 heures, 10 heures sur une bague, plus que de faire 12 bagues dans la même journée. J'attends la question suivante. On me demande c'est quoi mon implication dans les métiers d'art. Ben, mon implication, ben, il y a l'école de joaillerie où je suis impliqué dans le CA de l'école de joaillerie. Je suis le président de l'école de joaillerie. Euh, Puis dans le passé aussi, ben, je vous ai dit tout à l'heure avec euh, l'atelier Tréma, la coopérative. J'ai été dans Signature Laurentide aussi. J'ai été sur le CA du Conseil de la culture des Laurentides. Alors, c'est ça, en général, j'aime assez m'impliquer, mais par manque de temps, je me concentre en ce moment sur l'école de joaillerie. Oui. Conseil, on me demande des conseils à un jeune joaillier qui commence de travailler pour quelqu'un pendant quelques temps, comme j'ai fait. J'ai travaillé au moins
4 ans pour d'autres avant d'être à mon compte parce que c'est ça, on sort pas nécessairement de l'école avec bon, on sort pas de l'école avec l'expérience, on sort avec des connaissances, comme je disais tout à l'heure, puis il faut prendre l'expérience avant. Si vous voulez être à votre compte, si vous voulez travailler toute votre vie pour quelqu'un, euh, le conseil que je donnerais, c'est de choisir l'entreprise qui ressemble le plus à ce que vous voulez faire, parce que vous pouvez aller travailler dans un endroit où ils vont vous faire limer des bagues toute la journée pendant 5 ans, mais vous pouvez aussi aller travailler à quelque part, vous allez euh, faire un bijou du début à la fin. C'est parce que des fois, il y a des grosses entreprises où chacun a sa tâche, puis vous répétez, vous pouvez être le polisseur, vous pouvez être seulement le sertisseur, vous pouvez être là, si la question a été posée, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a étudié en joaillerie puis qui pose cette question-là, mais pour le public en général aussi, je voulais expliquer qu'il y a euh, plusieurs domaines. À l'école, on apprend à tout faire, mais dans le métier, quand on travaille dans une entreprise, on peut aussi euh, faire seulement qu'une chose. Puis, c'est ça, on peut faire la finition là j'ai lu juste l'anglicisme, de coulage, là, de casting qu'on appelle, de coulage, toute la journée. On peut couler les bagues dans les cylindres, tirer des cires dans des moules. Mais si on travaille dans une petite entreprise, ce que moi je préférais faire, c'est qu'on passe toutes les étapes. C'est plus varié, puis c'est ce que je préfère, mais il y en a qui aiment la répétition puis faire toujours les mêmes choses. Mais ce que je dirais aussi à quelqu'un qui débute, c'est de ne pas lâcher parce que c'est tout, d'après moi, à peu près tous les métiers d'art, c'est quelque chose qui peut être un petit peu décourageant au début parce que c'est pas des métiers très payants et que c'est pas, le but, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est par passion. Fait que je pense que ceux qui persévèrent vont finir par bien gagner leur vie avec ça. La question, c'est qui m'a aidé dans mon parcours? Euh, Mes professeurs, je sais pas, comme je disais, les gens avec qui qu'on était dans la coopérative, ma conjointe Mylène dans l'entreprise qu'on a créée ensemble aussi, ça c'est très précieux, de bien s'entourer aussi, là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Mylène, mais je dirais aussi, pour revenir à la question précédente, euh, le conseil à un jeune joaillier aussi, c'est que c'est sûr qu'au début, on fait tout, mais c'est pour bien s'entourer, ben, c'est de peut-être de déléguer des tâches à ceux qui ont plus de talent dans le marketing ou les réseaux sociaux, etc. C'est de se concentrer sur ce qu'on aime, puis d'essayer de déléguer ce qui est moins le fun à faire, comme la comptabilité, à quelqu'un d'autre. On me demande mes matériaux préférés. Ben, l'or est plus facile, plus intéressante à travailler aussi. L'or jaune est plus facile, plus intéressante à travailler. L'argent et l'or blanc s'oxydent plus facilement quand on fait la soudure. Ça fait que ça demande plus de précaution. L'or jaune aussi, surtout 18 carats, se plie mieux. Alors, on peut faire ce qu'on veut au métal. Plus que si on travaille avec de l'or blanc, surtout, disons, 10 carats, qui est plus réfractaire à être plié ou autre technique que je dois employer pour en arriver à mes fins. Mais tous les matériaux sont intéressants. Le platine est très intéressant aussi. La soudure est différente. Tous les autres matériaux se soudent pas mal de la même façon, dans le sens que les points de chaleur sont différents, mais ça se ressemble beaucoup. Le platine, ce qui arrive, c'est qu'il faut monter la température très très haute, puis ça devient, quand on commence, en tout cas, c'est un peu énervant parce que le métal, il devient rouge, puis on a l'impression qu'il va fondre, puis on peut continuer, quand on le sait, on peut continuer à chauffer pour atteindre, pas tout à fait le point de fusion, mais pratiquement avec la soudure qui fond à une très haute température. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en avais sur ma feuille, mais c'est bien, il y a une alimentation, il y a une curiosité, hein. Les services à mon atelier, ben, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver, mais je disais tout à l'heure de la réparation. Je fais de la réparation, je fais de la création sur mesure. On prend rendez-vous, on se rencontre. Je fais la création avec vous. Donc, vous m'apportez vos idées. Si vous n'en avez pas, j'essaye de vous faire sortir les verres du nez. C'est ça. C'est rare que quelqu'un n'ait pas déjà une idée en venant, mais j'essaie de diriger un petit peu pour que la création vienne aussi de vous, parce que c'est vous qui allez l'apporter. Alors, moi, j'amène mes idées, mais je vous laisse un peu, j'essaie de vous laisser la liberté pour
euh, arriver à une création qui va vous ressembler. Puis je m'ajuste aussi par rapport au budget. Ben, je vous conseille pour arriver à ce que vous voulez, ce que vous voulez avoir dans le budget que vous voulez, puis dans le style que vous voulez. Je fais aussi le remodelage. Le remodelage, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la fonte de vos vieux bijoux pour en faire un nouveau. Ça se fait assez bien en or jaune. Ça se fait plutôt mal en or blanc, mais en général, ce que les gens qui viennent me voir, c'est soit des vieux bijoux qu'ils veulent plus porter ou des bijoux qui ont eu en héritage et majoritairement, c'est de l'or jaune. Euh, L'or blanc, il y a toujours moyen de s'arranger pour faire certaines choses, mais on est plus limité. Fait que, en général, c'est jaune ce que je retravaille pour le remodelage, en tout cas. Sinon, je peux faire un crédit et recommencer avec des matériaux neufs. On me demande la création dont je suis plus fier. Je sais pas, on dirait que moi, je vis pas en général dans le passé. Fait que tout ce que je fais de nouveau, je suis toujours fier d'une nouvelle création. Puis c'est comme si c'était pas nécessairement la plus belle, là, mais euh, j'ai fait des choses que j'ai aimées dans le passé, mais je suis toujours à la recherche de faire des nouveaux trucs, des nouvelles créations, d'avoir. C'est quand j'ai une idée que j'ai jamais eue ou que j'ai jamais vue nulle part que je suis le plus fier dans le fond, là. Puis c'est ça. Mes spécialités dans les techniques, ben, j'aime bien sculpter la cire, mais je préfère encore travailler directement dans le métal. Euh, j'ai pas de spécialité. J'ai essayé d'être généraliste, on va dire, dans le domaine pour arriver à faire un peu de tout. Étant donné que je fais beaucoup de bijoux sur mesure pour des clients, ben, il faut que je m'adapte, puis il faut que je cherche la bonne technique pour la création que la personne veut. Mais ouais, les techniques de texture dans le métal, j'aime beaucoup faire ces explorations-là. On me demande pour l'inodisation. Ça, c'était ce que je faisais sur le titane, mais je ne sais pas si la personne sait ce qu'elle voulait dire, là. Peut-être qu'elle peut répondre en lien avec ça, là. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est des plaquages au rhodium. L'ignodisation, c'est difficile à dire. C'était la coloration du titane. Fait que c'était une oxydation du titane pour le rendre bleu, jaune, vert. Puis si on le fait pas, ben, le métal il reste gris. Mais je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est ce qui me vient en tête. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais préparé aussi de vous expliquer les différents métaux qu'on travaille. Ben, on travaille l'argent que vous entendez souvent sterling, qui est de l'argent 9,25. 9,25, c'est sur 1000, alors ça serait 92,5%. On a l'or 10 carats, qui est un or, on voit souvent, ben, c'est difficile à voir, là, mais à l'intérieur des bacs, des fois, c'est écrit 417, c'est 41,7%. Donc, ça veut dire la quantité d'or pur qu'il y a dans le 10 carats, c'est 41,7%. Le reste, c'est de l'alliage. On a le 14 carats qui est le 58,5%, le 18 carats 75%. On voit des fois un petit 750 dans un bijou qui représente la quantité d'or pur qu'il y a dans l'or. Le platine est plus dans les 95%, je pense qu'il y a du 92,5 aussi pour cent. Les alliages qui sont ajoutés servent à rendre le matériau soit plus malléable. C'est sûr qu'en bout de ligne, ça diminue le prix aussi du bijou qui, si on le garde à 24 carats, va être plus dispendieux, mais aussi c'est que le 24 carats est très mou. Même quand on voit des bijoux qui ont de l'air pur, sont souvent en 22 carats, il y a un peu de cuivre et d'argent qui sont rajoutés. Alors pour le 14, le 10, le 14 et le 18 carats, ben, il y a de l'argent et du cuivre pour arriver à faire de l'or jaune. Il y avait à l'époque du nickel pour l'or blanc, mais maintenant on met plus du zinc. Et puis, pour faire de l'or gris, ce serait une plus forte concentration en palladium. Pour l'or vert, j'ai déjà fait de l'or vert avec de l'or pur et de l'argent pur. Ça, c'est les techniques avec ce qu'on a à notre portée, mais habituellement, on achète des alliages qui sont déjà toutes préparées où il y a
des petits pourcentages de différents alliages autres que ce que je vous ai nommé, parce que c'est des recettes par des compagnies qui font que après le bijou réagit bien euh, à la fabrication, mais aussi au temps, pour bien durer dans le temps. Ouais, on me demande si je trempe mes bijoux pour les empêcher d'oxyder. C'est ce que je parlais tout à l'heure, le plaquage rhodium. Le plaquage rhodium, ben, je le fais pas automatiquement sur l'argent parce que je me dis que les gens achètent un bijou en argent puis aiment la couleur de l'argent. Puis l'argent s'entretient bien quand même en frottant avec un petit linge ou avec des produits chimiques. Puis je vais en profiter pour, comme j'ai de l'air d'être euh, Ricardo là, devant la caméra, pour vous donner une petite recette. Avec à la maison une assiette d'aluminium, une assiette à tarte. Vous mettez de l'eau chaude du robinet, puis vous trempez vos bijoux là-dedans avec du sel ou du bicarbonate de soude. Puis l'aluminium va aspirer l'oxydation, mais il faut le laisser tremper pendant 20 minutes. Les produits chimiques que j'aime moins parce qu'il faut après ça il y a toujours des parties qui vont dans le lavabo, puis c'est mon petit côté écologique qui aime moins ces produits-là. C'est que ça prend 2 secondes, moins d'une minute pour tremper. C'est plus rapide, mais si vous le faites trop souvent, ça va enlever une couche à la surface de votre argent, puis il va moins bien s'entretenir avec le temps. Avec les moyens naturels qui sont le frottage, le bon vieux frottage, ou le trempage avec l'acier d'aluminium. Vous pouvez aller voir sur Internet, il n'y a pas de quantité. Là, je disais que je vous donnais une recette, mais il n'y a pas de nombre de grammes. Et c'est vraiment juste d'avoir de saupoudrer là, dans cette eau-là. On me demande si j'ai étudié la bijouterie antique. Non. On est peut-être plus dans les techniques. De toute façon, on était dans les techniques pour faire ce qu'on voulait. Si quelqu'un voulait faire un bijou de manière plus antique, pouvait trouver la technique pour le faire. J'ai pas utilisé les courants, j'ai pas étudié les courants d'histoire non plus en joaillerie, mais pour antiquer un bijou, pour le rendre vieilli, on a juste à l'oxyder, puis après ça, à le frotter à quelques endroits. C'est comme vieillir un meuble aussi, dans le fond, là, c'est de faire une genre de patine, mais j'ai pas étudié les techniques anciennes de joaillerie. On en entendait parler un peu à l'école, mais c'est pas vers ce vers quoi je me suis dirigé. Ensuite de ça, ben, moi, j'avais comme question les sources d'inspiration, mais à chaque fois qu'on me le demande, c'est que je trouve pas de réponse à ça. J'ai l'impression de créer plus par instinct. Puis c'est un peu inconscient, mais je sais que tout ce qu'on a vu dans notre vie comme design, que ce soit design de mobilier, design d'architecture, design d'autres joailliers, font une influence qui fait que ce qui sort de notre tête au moment où on met sur papier une création ou qu'un client me demande de le diriger vers une création, ben, ça vient de quelque part. Sauf que je sais qu'il y a des gens qui s'inspirent d'un architecte ou de la nature, mais moi, c'est vraiment, comme je dis, j'ai pas de source d'inspiration précise. C'est aléatoire, ça vient spontanément. Avec les bagages, j'imagine, là, avec le temps, avec tout ce qu'on a vu, puis avec les livres que j'ai apportés ici, en les feuilletant, c'est sûr que on voit ici sur la surface une technique de pliage de ce collier-là. Ça peut me revenir dans 2 ans de vouloir plier pour arriver à faire une forme. Puis je ne saurais pas que ça vient du fait que j'ai feuilleté ce livre-là un jour. On m'avait aussi demandé d'apporter des livres. Ça, c'est 3 livres ici qui viennent de chez moi. Moi, j'ai plus des livres de technique, comme celui-ci, où si j'ai une question ou si j'ai besoin de faire de la recherche, je vais fouiller dans mes livres qui sont plus techniques. Sinon, feuilleter des livres avec, ben ça, c'est l'histoire de la bijouterie, je pense que c'est plus aux États-Unis, là, mais c'est les messagers du modernisme. Bijoux artistiques États-Unis, 1940 et 60. Ben, je trouvais ça intéressant de voir ce que les gens avaient créé. Puis ce que je me disais aussi en feuilletant ce livre-là, c'est qu'à cette époque-là, les gens, on dirait, ils défonçaient des portes. Il y avait plus de choses à à explorer parce qu'on dirait que tout ce que tu faisais était nouveau. C'est que la joaillerie n'avait pas beaucoup évolué pendant plusieurs années, puis tout d'un coup, dans ces années-là, c'était plus éclaté, mais je pense que c'est la même chose pour la peinture puis l'art en général.
J'ai apporté aussi ce livre-là, mais c'est dans mes livres préférés pour les créations. Celui-là, c'est 500 bijoux, design de bijoux en argent, mais tu as la même chose pour les designs de bijoux en or. Tu as 500 bagues, tu as un autre livre, c'est 500 boucles d'oreilles, 500... C'est des designers d'un peu partout dans le monde. Il y a des Canadiens, dont certains joailliers que j'ai représentés, qui sont dans ces livres-là aussi. Fait que c'est le genre de choses que j'aime, mais le soir, je lis pas des livres de joaillerie, je lis des romans pour me détendre. Elle me demande comme quoi, mais comme ma mémoire fait défaut, puis je m'étais pas préparé, je suis en train de lire le dernier Ken Follett, hein, ça vient de me revenir. Ah oui, différents métiers de joaillerie. J'avais une petite question ici sur les différents métiers. Ben, il y a la joaillerie telle quelle. La joaillerie aussi, il faut savoir que c'est l'art de mettre en valeur les pierres. Alors, si on fabrique des bijoux, disons, en argent, on peut y coller une perle ou quelque chose comme ça. Tu sais, la majorité de ma production, c'est des bijoux en argent, donc ce serait pas de la joaillerie. La joaillerie, ce serait plus comme ce que vous voyez peut-être sur le premier livre qui est ici, qui est rempli de pierres rouges. C'est comme ce qu'on voit chez Cartier, puis les grands noms de la joaillerie. Mais je fais des bijoux aussi avec pierre. Alors, je fais de la joaillerie, mais en général, c'est des bijoux qu'on fabrique en production, disons. Euh, c'est ça, dans les domaines connexes, il y a l'art lapidaire, qui est la, le- la personne qui façonne les pierres, qui sculpte les pierres. Il y a le gémologue qui va étudier les pierres et nous les évaluer par la suite. Il y a les horlogers, c'est pas du bijou, mais pratiquement. Des fois, il y a des pierres autour des montres. Il y a des techniques de joaillerie qui sont utilisées, mais aussi, c'est que quand on a une bijouterie, on touche un petit peu à ça aussi au travers de notre métier. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Ce qu'on parlait tout à l'heure de la sculpture de la cire, c'est le domaine de la bijouterie, joaillerie, sauf que il y en a qui se spécialisent là-dedans. Ce que je voulais dire aussi, c'est ça, c'est qu'il y en a qui vont uniquement être sculpteurs sur cire, il y en a qui vont être uniquement sertisseurs, qui vont faire ça, puis ils vont devenir spécialisés dans ça, dans ce domaine-là. Le sertissage, c'est la, la mise en place et le, pour solidifier les pierres. Donc, le joaillier va fabriquer la monture avec griffes et puis le sertisseur va pousser les griffes en place. On sait le faire, on apprend à le faire, on le fait souvent, mais disons que le sertisseur, il fait ça à longueur de journée, puis c'est exactement, disons, surtout pour des pierres fragiles comme une émeraude, la pression qu'il faut mettre pour tenir la pierre en place et non la briser. Euh, Là, on parlait de griffes, mais il y a le certi aussi clos qui sont un certi avec le métal qui est tout autour de la pierre. Puis ça, justement, quand c'est des émeraudes ou des pierres fragiles, on fait affaire avec quelqu'un qui est habitué puis qui fait ça euh, toutes ses journées puis qui est un professionnel du certissage. Peut-être j'en oublie, mais là, j'ai un petit blanc. Oui, je peux faire un petit tour du livre que j'ai apporté. Ah, c'est pas dans cette caméra-là. Puis là, il y a quelque chose à l'écran, fait que je vais attendre, ça sera pas long. On va attendre que ça soit terminé. Donc, c'est ce que vous allez voir dans ce livre-là. C'est pas tout à fait ce que vous êtes habitué de voir dans les bijouteries. Vous pouvez le trouver à ma bijouterie parfois. Ce serait des bijoux qui seraient plus artistiques. Bon, on voit ici une bague ou un bracelet, mais dans une forme moderne qu'on peut reconnaître. Donc, ça peut être la joaillerie, ça peut être assez éclaté. Très varié. Puis c'est ce que je trouvais bien aussi d'avoir une bijouterie pour pouvoir. D'ailleurs, ici, juste une petite parenthèse, ce gros bracelet-là, c'est Christine Larochelle, c'était ma professeure à l'école de joaillerie.
Euh, ben, c'est ça, d'avoir la boutique puis l'opportunité justement avec mes expositions trimestrielles de présenter des bijoux qu'on voit pas, qu'on voit rarement dans les milieux de diffusion de joaillerie, dans les bijouteries traditionnelles, disons. Je peux faire un petit tour de l'autre livre, mais c'est pour montrer ce que je parlais dans. Tu sais, des fois, ça peut s'inspirer aussi de techniques ou de bijoux plus ethniques africains, ou comme on voit la spirale ici, que j'utilise dans mes créations aussi. On voit que je suis pas le premier à l'avoir inventé, puis que ce soit des formes carrées, rondes, triangulaires. On n'invente rien, on finit toujours par s'en inspirer. Il y a eu l'époque où il y avait beaucoup de géométrie dans les formes, mais ici on voit que c'est un peu plus éclaté que juste un simple triangle. Euh, Ici, un coquillage qui semble avoir été intégré, ben, c'est ce que j'aime faire aussi avec des éléments de la nature intégrés avec les métaux, au lieu d'utiliser toujours des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ah, on me demande si j'ai déjà fait des bijoux avec un style plus iconographique ou moderne. Ben, moderne, je pense que oui, c'est plus rare qu'on me demande des choses qui sont euh, hors des sentiers battus. Puis iconographique, non, on me l'a pas demandé encore. Il y aurait des techniques pour le faire, mais j'ai pas eu ce genre de demande. Mais comme je disais, je suis ouvert à tout, puis on, on s'adapte à chaque demande pour faire ce que le client aime avoir. Ouais, j'avais une question sur la place de la joaillerie dans la société moderne, mais ma réponse c'était que je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé, cette joaillerie-là, depuis l'ère préhistorique. Que à l'époque, à cette époque-là, à l'époque où on fabriquait des bijoux avec des coquillages uniquement ou avec des noix qu'on assemblait, ben, probablement que c'était pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Euh, il y a eu les bijoux pour des raisons religieuses qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, quoique on en voit encore. Euh, mais c'est un apparat, c'est un accessoire mode, puis j'imagine que ceux qui se mettaient des coquillages autour du cou, c'était là pour les mêmes raisons à l'époque que ce qu'on fait aujourd'hui. Puis il y avait aussi peut-être euh, des gens qui portent des bijoux pour montrer un statut social, donc avoir beaucoup de pierres de grande valeur. Ça peut être un statement autant qu'un tatouage, mais spontanément aussi, je pense qu'il y a des gens qui portent des bijoux pour des raisons sentimentales, parce que ça vient de quelqu'un qui leur a donné quelqu'un de cher, ça peut être quelqu'un de décédé. Puis quand je fais des bijoux du remodelage, justement, je vois beaucoup plus d'émotions que quand quelqu'un vient seulement s'acheter un bijou pour l'esthétique. Fait que le remodelage du bijou de la grand-mère et de la mère mélangés ensemble, euh, ça, ça fait beaucoup de sens. Comme un bijou de mariage aussi. Une bague de mariage, des alliances, ça évoque des sentiments, puis c'est- le but est heureux. C'est rassembler des gens dans le bonheur. Avec une alliance que j'ai fabriquée, ben, ça me fait plaisir. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là.